Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez le dernier carrefour de l'information de RTIA. Ce mercredi 20 novembre 2024 a vu la tenue d'un conseil des ministres de 11 h à 14 h au palais de la présidence de la République à Abidjan. La rencontre a été dirigée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Les délibérations portaient sur des mesures générales, des mesures individuelles et des communications. Marie-Emmanuelle Diamala, Miss Côte d'Ivoire 2024 et ses dauphines ont été reçues ce mercredi par la première dame de Côte d'Ivoire. Madame Dominique Ouattara leur a adressé ses chaleureuses félicitations suite à leur élection et leur participation à de prestigieux concours de beauté à travers le monde. La première dame a eu aussi quelques mots de sympathie à l'endroit du commissaire de son président, Victor Yapobi. Et puis, les populations fortement impactées par les opérations d'assainissement du Grand Abidjan seront recasées dans la commune d'Anyama. Le Premier ministre a visité ce mercredi le site d'Adonkwa, censé les accueillir. Robert Begré Mambé a aussi annoncé la fin des travaux des sections restantes de Y4 pour octobre 2025. Merci de regarder RTI 1. Il s'est tenu ce mercredi sous l'égide du chef de l'État, un conseil des ministres. Parmi les mesures prises ce jour, un décret qui vient renforcer les attributions du fonds de garantie automobile en vue de l'adopter, sinon de l'adapter aux réalités de l'augmentation des accidents de la route. Ce décret étend la couverture du fonds de garantie automobile à toutes les victimes d'accidents de la circulation admises dans les hôpitaux publics et centres agréés. D'autres mesures visant à rendre plus dynamiques les filières coton et cajou ont été arrêtées. La situation des entreprises publiques a également été évoquée. Les détails avec Mahama Traoré. Malgré les mesures engagées pour réduire considérablement le nombre d'accidents de la route, la prise en charge des victimes n'échappe pas moins à l'attention du gouvernement. Ce mercredi, jour de conseil des ministres, le dossier figure à l'ordre du jour de cette réunion présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. C'est dans ce sens qu'est pris un décret réorganisant les attributions du fonds de garantie automobile, l'instance chargée d'indemniser les victimes corporelles des accidents de la voie publique lorsque l'auteur de l'accident n'est pas connu ou lorsque le véhicule n'est pas assuré. Ce décret étend notamment la couverture du fonds de garantie automobile à toutes les victimes des accidents de la circulation admises dans les urgences des hôpitaux publics et des centres de santé agréés, quels qu'en soient les auteurs, connus ou non, assurés ou pas. De même, il élargit la base contributive du fonds pour accroître en conséquence les ressources financières nécessaires à la prise en charge médicale systématique de tous les accidentés de la voie publique. En outre, il établit un nouveau mode opératoire de prise en charge des victimes avec un nouveau barème d'indemnisation et un mécanisme de coordination de tous les organismes concernés pour renforcer leur collaboration et améliorer la prise en charge des victimes. Comme bien souvent lors des conseils des ministres, l'avis des filières agricoles est évoqué. Outre l'adoption du projet de loi d'ordonnance fixant à 5% le droit unique de sortie des exportations dans la filière anacarde, un décret relatif au zonage agro-industriel dans la filière coton voit le jour. Le zonage agro-industriel s'inscrit dans le cadre des mesures incitatives initiées par le gouvernement pour attirer davantage d'investissements dans la filière coton et promouvoir un appui efficient aux producteurs. Il marque le découpage de la zone de production du coton en 18 zones optimales de production et de collecte dénommées zones exclusives d'activité définies autour d'unités d'égrainage. Ces espaces exclusifs de production seront attribués par délégation contractuelle aux sociétés cotonnières avec pour mission pour chaque opérateur privé d'assurer dans sa zone exclusive d'activité l'encadrement agricole, l'achat du coton graine et le développement de la filière. Quel bilan dressé de la gestion des entreprises publiques lors du premier semestre 2024 ?
En réponse à cette question, le Conseil a entendu une communication du ministre en charge du portefeuille de l'État et des entreprises publiques. Au premier semestre 2024, les entreprises publiques ont maintenu la dynamique positive observée ces dernières années en matière de performance financière. Leur chiffre d'affaires consolidé s'élève à 2 309,7 milliards à fin juin 2024, atteignant 105% des objectifs budgétaires pour cette période. Le résultat net cumulé est également excédentaire, s'établissant à 149,9 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 421% par rapport aux objectifs budgétaires. Les sociétés d'État ont contribué à hauteur de 63% à la formation du résultat net global à mi-parcours, avec une réalisation de 94,7 milliards de francs CFA, correspondant à un dépassement de 87,9 milliards de francs CFA par rapport à l'objectif semestriel. Malgré ce bilan positif, une dizaine de sociétés d'État enregistrent des résultats déficitaires de janvier à juin 2024. Le Conseil exhorte alors les ministres concernés à plus de vigilance. Au chapitre des mesures individuelles, 6 ambassadeurs ivoiriens déjà en poste voient leur zone de compétence s'élargir. Le Royaume du Maroc vient de nommer un nouvel ambassadeur en Côte d'Ivoire. Le Conseil décide également de mettre fin aux fonctions de la directrice générale de l'Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, ARTCI. Un intérimaire sera nommé dans les prochains jours. Je vous le disais il y a quelques instants, de son côté, la première dame, Mme Dominique Ouattara, recevait aujourd'hui la nouvelle reine de beauté de Côte d'Ivoire, Marie-Emmanuelle Diamala, et ses dauphines rencontraient pour la première fois la première dame de Côte d'Ivoire. Les Miss étaient accompagnées de leurs parents et des premiers responsables de Comici, Alexis Ouetraogo. Ce mercredi, au cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire, Marie-Emmanuelle Diamala, Miss Côte d'Ivoire 2024 et ses dauphines sont reçues par l'épouse du chef de l'État. Je suis vraiment, mais vraiment très heureuse parce que j'ai toujours voulu voir la première dame en face, en réel. Et aujourd'hui, c'est comme un rêve devenir réalité. La première dame est une dame au grand cœur et je suis infiniment reconnaissante envers tout ce qu'elle fait pour moi, pour mes dauphines et pour les Miss qui ont été élues avant moi. Élues le 29 juin dernier à Abidjan, les Miss veulent s'inspirer des actions fortes menées par la Première Dame, toujours aux côtés des populations vulnérables. L'occasion pour Victoria Pobi, président du Comici, de saluer le soutien constant de la marraine du concours. Chaque année, quand elle ne peut pas venir à la soirée de Miss Côte d'Ivoire, après le concours, elle nous reçoit, c'est ce qu'elle fait ce matin. C'est tout à son honneur et chaque fois qu'elle nous sollicitera, on sera heureux de revenir la rencontrer. Les Miss ont reçu des cadeaux de la part de leur marraine, fiers de leur ambition. En plus d'être belle et élégante, vous êtes brillante dans vos domaines respectifs. Je me réjouis également de voir que vous menez des actions sociales à l'endroit des personnes vulnérables. Je vous encourage à continuer sur cette voie pour apporter du bonheur et de la joie autour de vous. J'ai suivi avec attention les débuts de votre mandat et j'ai vu que vous aviez participé à des concours internationaux prestigieux. Je vous félicite d'avoir représenté la Côte d'Ivoire d'une si belle manière à l'extérieur. Je félicite également le Comici, qui fait un travail formidable, année après année, pour que le concours Miss Côte d'Ivoire demeure dans l'excellence. Samedi, aux côtés des candidates Miss France en visite dans le pays, les Miss ivoiriennes feront rayonner la beauté du pays au service du social, notamment à la case des enfants qui accueillent depuis 15 ans des orphelins, des enfants abandonnés, démunis ou encore victimes de maltraitance. Les populations impactées par le déguerpissement mené par le district autonome d'Abidjan auront bientôt un toit. Le site promis par le gouvernement a été visité par le Premier ministre ce mercredi. Robert Berémombe a aussi visité les chantiers de la Y4 et plusieurs secteurs d'échangeurs et divers ouvrages. Les détails de la visite avec Franck Kodio et Adama Kéré.
Voici le nouveau site dédié au relogement des populations impactées par les opérations d'assainissement initiées par le district autonome d'Abidjan. Les promesses du gouvernement faites le 13 mars dernier prennent forme, matérialisées par 2780 lots de 75 et 100 mètres carrés sur une superficie de 36 hectares à Adonkwa, sous-préfecture d'Anyama, route de Songon. Une visite donc du Premier ministre pour le constat du plan de lotissement et sa mise en œuvre. Sur ces sites, l'aménagement sera fait en sorte que la voirie principale sera bitumée. Les voiries secondaires et tertiaires, c'est-à-dire deuxième et troisième niveau, seront en pavé. Et à cet endroit, nous allons positionner des agoras pour permettre à la jeunesse de s'exercer au sport et de se divertir de façon sereine. Et des programmes d'accompagnement seront élaborés pour prendre en charge les jeunes et les femmes. Et en ce qui concerne l'électricité, nous allons privilégier l'énergie solaire pour l'éclairage public. Et nous avons demandé aussi au BNET de faire en sorte que nous puissions tester l'énergie solaire pour l'alimentation des populations en électricité. Le Premier ministre Robert Begré-Bambé, qui était accompagné des ministres à charge de la maîtrise d'ouvrage technique de la Y4, voie de contournement du Grand Abidjan, mais aussi de plusieurs autres membres du gouvernement, a sillonné plusieurs sections, autoroutes et échangeurs liés au périphérique et à l'autoroute du nord d'Abidjan. Nous venons de visiter un tronçon qui fait environ 30 km, si on met les deux bouts ensemble, et pour un montant de près de 66 milliards de francs CFA, financé aussi bien par la BAD que par la Banque mondiale. Ce que nous notons, c'est que tout cela va contribuer à fluidifier le trafic, c'est-à-dire que celui qui est à Bingerville, qui demain voudra aller à Yamoussoukro, n'a plus besoin de traverser tout Abidjan, il passe par Iguelkak et il prend l'autoroute, il est parti. Et tous les chantiers seront terminés au plus tard en octobre 2025. La Côte d'Ivoire en marche et des milliers d'emplois actifs et en perspective à travers les différents chantiers. Un bon point relevé par le Premier ministre Robert Begré-Bambé. Je vous invite à présent à l'Assemblée nationale où 3 membres du gouvernement étaient ce jeudi devant les membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée. Kofi Nguessan, Adama Diawara et Mariatou Kone sollicitent respectivement plus de 162 milliards de francs CFA pour le premier, 328 milliards pour l'enseignement supérieur et 1439 milliards pour l'éducation nationale. Des budgets tous adoptés à l'unanimité. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Le ministre Kofi Nguessan affiche son ambition de repenser et revaloriser l'enseignement technique, professionnel et l'apprentissage pour soutenir le développement socio-économique afin de contribuer à l'émergence rapide de la Côte d'Ivoire. Pour y parvenir, il sollicite une ligne budgétaire pour financer 20 projets stratégiques d'un montant global de plus de 62 milliards de francs CFA. Juste à côté, le ministre Adama Diawara veut renforcer la gouvernance de l'administration centrale des institutions d'enseignement supérieur et de recherche, améliorer la qualité et la pertinence des formations pour favoriser l'insertion professionnelle des diplômés. Le ministre présente un budget qui s'élève à plus de 328 milliards de francs CFA. Au cœur des priorités du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation se trouve la quête de la transparence et l'égalité des chances dans les résultats des examens et concours. Mariatou Kone compte poursuivre la construction d'infrastructures, la mise en œuvre de contrats d'objectifs ainsi que la réduction du nombre d'analphabètes. Pour l'exercice 2025, ce projet nécessite que l'État mette sur la table plus de 1439 milliards de francs CFA. Les députés de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale ont adopté les 3 projets de budget. C'est très ravi que Mariatou Kone prend la parole au nom du groupe ministériel du secteur éducation-formation. Les honorables députés ont à l'unanimité voté le budget du secteur éducation-formation pour nous aider à continuer toutes les réformes que nous avons entreprises dans le cadre de la construction, du renforcement du capital humain de Côte d'Ivoire. En attendant la plénière au Sénat,
On peut dire que les ministres ont passé cet examen avec succès à l'hémicycle. Nous sommes à l'Assemblée nationale et nous y restons pour l'exercice 2025. Le projet de loi de finances de l'État de Côte d'Ivoire porte sur un budget global de plus de 15 000 milliards de francs CFA. Dans le cadre de l'examen sectoriel de ce projet de loi, les ministres en charge de l'économie, des finances et du portefeuille de l'État étaient mardi face à la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée. Les budgets programmes de ces trois ministères se cumulent à environ 600 milliards de francs CFA. Les explications de Léon Brou. Environ 4 heures pour cerner leur programme, puis la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale, unanime avec les ministres Adama Coulibaly, Moussa Dosso et Niale Kaba sur leur budget 2025. 29 milliards de francs CFA, 5 priorités pour le ministère de l'économie, du plan et du développement. Les 5 objectifs globaux de l'administration générale, de la gestion macroéconomique, de la prospective, planification, programmation, suivi, évaluation, de l'aménagement du territoire, du développement régional et local, de la coordination et de la coopération au développement, de la population et de la production statistique. 44 milliards sollicités par le ministère du patrimoine, priorité de ces 3 programmes, amélioration de la gouvernance des sociétés d'État, plus de 19 milliards de nos francs, à investir par exemple dans la SONAPIE, la Société nationale du patrimoine immobilier de l'État. Les perspectives donc, c'est de travailler à poursuivre la réforme des modèles économiques des entreprises, d'améliorer le suivi de la mise en œuvre des recommandations. Au niveau des EPN, donc, les problématiques vont être la mobilisation des ressources propres par les EPIC. Les tests leur font obligation de mobiliser 60% des ressources dont elles ont besoin. Aujourd'hui, on n'est qu'à 5%. Plus importante sollicitation, 527 milliards 600 millions de francs CFA, structurés par le ministère des Finances et du Budget autour de 11 programmes d'investissement. La modernisation des outils et méthodes de gestion du trésor public, le renforcement de la sécurité du système d'information comptable du trésor public et en matière monétaire, c'est l'accroissement de la mobilisation de l'épargne privée. En matière budgétaire, le renforcement de la sécurisation du système d'information budgétaire. Et en matière fiscale, il y a l'élargissement de l'assiette fiscale et la rationalisation des systèmes fiscaux. Un peu plus de 600 milliards de francs CFA, le cumul des budgets des ministères en charge des finances, de l'économie et du portefeuille de l'État pour 2025. On parle de l'érosion côtière dans ce journal. Elle est en progression alarmante le long des rivages ivoiriens, menaçant non seulement l'environnement, mais aussi la stabilité économique et sociale du pays. Un phénomène accéléré par les activités humaines et renforcé par le changement climatique. Une problématique qui exige des réponses immédiates et concertées afin d'éviter un désastre irréversible. Le commentaire de Marie-Chantal Akandan. L'érosion côtière en Côte d'Ivoire constitue une menace urgente et ne peut plus être ignorée. Chaque année, des kilomètres de littoral disparaissent sous l'effet combiné de la montée des eaux et des pratiques humaines. Sur les 500 kilomètres de littoral ivoirien, 150 ont déjà été détruits. Les conséquences sont dévastatrices. Habitats détruits, infrastructures effondrées, communautés déplacées et des secteurs clés comme la pêche, l'agriculture et le tourisme gravement affectés. Cette problématique est particulièrement critique dans des régions littorales telles que Grand Bassam, Assini, Abidjan, Vridi-Port-Boué, Grand Laou, Sassandra et San Pedro. Cette crise dépasse le cadre environnemental, fragilisant les fondements même de l'économie ivoirienne et compromet le développement durable. Sans une action immédiate et coordonnée, la Côte d'Ivoire risque de perdre non seulement une partie de son territoire, mais également son potentiel économique et écologique. Il est impératif d'agir sans délai. Seul un effort collectif impliquant le gouvernement, les communautés locales et la communauté internationale permettra de freiner ce phénomène et de préserver le littoral pour les générations futures.
On parle maintenant de diplomatie avec l'axe Yamoussoukro-Singapour qui se consolide. Le ministre chargé des Affaires étrangères et de l'Éducation de Singapour, État du sud-est de l'Asie, est en visite dans notre pays. Sa délégation a eu une séance de travail avec le ministre Léon Kakouadom. Les deux personnalités ont évoqué un accord de consultation politique annuelle pour consolider la relation diplomatique entre les deux pays. Plus de détails avec Michel Digré. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et Singapour. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays sont en séance de travail pour faire le point de la coopération bilatérale. La Côte d'Ivoire est très importante pour Singapour. Nos échanges commerciaux sont à un très bon niveau. Nous pensons que nous devons continuer à travailler ensemble dans le sens de renforcer cette coopération déjà existante. Je voulais me réjouir de la présence de mes collègues de l'éducation et de l'enseignement technique. Nous avons décidé de signer des accords de coopération pour rendre cette coopération bilatérale stratégique. Nous aussi, nous sommes un hub pour l'Afrique de l'Ouest et nous avons demandé au ministre des Affaires étrangères de faire en sorte que les entreprises singapouriennes trouvent dans la Côte d'Ivoire la porte qui leur permet d'aller sur les marchés de la sous-région et au-delà. En 2023, le volume des échanges avait dépassé le cap des 82 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 43% par rapport à 2022. Léon Kakouadom a proposé un accord de consultation politique annuel qui offrira l'opportunité d'évaluer l'état de la coopération et d'identifier de nouvelles perspectives de partenariat. On parle maintenant de la Journée internationale des droits de l'enfant. Elle était couplée cette année au 35e anniversaire de la signature de la Convention relative aux droits de l'enfant. Dans la commune d'Abobo, l'UNICEF a organisé des activités éducatives et sportives pour sensibiliser les populations à l'importance du respect des droits des enfants. Amakadi Kone, Jean-Marc Djadji. Chaque foulée de ces tout-petits est porteur d'un message. Défendre les droits des enfants. Ici à l'EPP Habitat d'Abobo, une course est initiée par l'UNICEF à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance et des 35 ans de la Convention sur les droits de l'enfant. Objectif, montrer aux populations l'importance d'améliorer les conditions de vie des enfants. Je veux que tous les parents respectent les enfants et leurs droits et que tous les enfants d'Abobo partent à l'école. Il y a beaucoup de progrès qui ont été réalisés très sincèrement au cours des 10 dernières années que nous saluons. Maintenant, il reste des défis à relever, par exemple ceux liés aux enfants en situation de handicap pour lesquels il y a des efforts à faire encore pour qu'ils accèdent à l'éducation. Il y a des défis liés au changement climatique. Parmi les figures marquantes de cette course, Muriel Aouré, la sprinteuse et maintes fois championne du monde d'athlétisme, également ambassadrice de l'UNICEF depuis 2020. Elle encourage les parents à croire aux rêves de leurs enfants. Croyez aux rêves de vos enfants, ils sont très très importants. Mettez vos enfants à l'école parce que c'est par la scolarisation que moi j'ai connu le sport. Et vraiment, un enfant a le droit de lire, de savoir écrire et c'est important d'être à l'école. À Abobo, les enfants ont montré à travers des jeux qu'ils sont déjà en marche pour construire un monde meilleur, placé sous le signe du respect de leurs droits. La lutte contre le travail des enfants implique également la gente féminine pour endiguer le phénomène qui gagne du terrain. L'appui à l'autonomisation des femmes figure en bonne place, sauf qu'à la pratique, il est donné de constater que les bénéficiaires ne savent ni lire ni écrire. Une fondation, l'International Coco Initiative, a décidé d'offrir depuis quelques mois des cours d'alphabétisation aux femmes en milieu rural, une méthode qui porte déjà des fruits selon Mahama Traoré et Aziz Ganéo. Entre travaux champêtres et tâches ménagères, Céline s'est trouvé un passe-temps favori, celui d'étudier avec ses enfants à la maison. Bombé est sur le pont de Liane. Encore. Allez-y manger, vous allez venir. Après midi, on va continuer le soir. Quand ils quittent à l'école pour arriver, je leur demande ce qu'ils ont fait en classe. Et s'ils m'ont montré, on reprend ensemble à la maison un peu. Donc, en tout cas, les maîtres disent vraiment ça va un peu. Dans le village de Kokoïdou, situé à environ 10 km de Sassandra, le cas de Céline a tout l'air d'un miracle. Quelques mois auparavant, elle ne savait pas lire, ni écrire et compter.
Son salut est venu des cours d'alphabétisation dispensés dans l'école primaire du village pour les mercredis et samedis. On répète, hein? Le, pont, de, liane, man. L'instructeur, lui, a vu le niveau de ses écolières adultes progresser au fil du temps. Ce pont est construit par nos ancêtres. Un bon poète. Le niveau 1, d'abord, c'est de savoir écrire au moins, à savoir tenir un stylo, à savoir tenir au moins une craie. Et à écrire que les syllabes, en fait, soit les lettres. Et à savoir au moins compter de 0 à 100 et à l'écrire. Maintenant, le niveau 2 consiste à faire vraiment les calculs et savoir faire une phrase. Après seulement 8 mois d'apprentissage, le changement n'a pas tardé à s'opérer dans le vécu quotidien des apprenantes. Bonjour madame. Bonjour madame. Couturière depuis une vingtaine d'années, Alida traite désormais les commandes de ses clientes avec plus d'aisance. Avec l'alphabétisation, j'arrive à prendre un peu les noms des femmes de mes clientes. Aujourd'hui, j'arrive à reconnaître un peu les pagnes. Quand je plie, je mets dedans comme ça. Je la garde. Le jour du travail, je ouvre mon pagne, je vois son nom, je sais ce pagne appartient à quelle cliente et puis je travaille. Avant, tout passait par moi. J'ai eu 5 clients aujourd'hui, voilà, ils m'ont donné temps, ça fait combien? Je peux dire, tout ce qui est finance est réussi à elle seule à calculer avec les calculatrices qu'on leur a remis. Au marché, Marcel n'a plus de mal à faire les comptes de son petit commerce. Avant, c'était difficile. Tu vois, pour calculer ces problèmes. Mais maintenant, quand on vend, tu vois que le calcul là, c'est difficile. Tu prends ton téléphone, tu rentres dedans, tu vas à côté, calcul là, tu commences à calculer, tu comprends facilement. Ce projet d'alphabétisation, qui concerne une trentaine d'élèves adultes dans le village de Koukoïdou, est l'œuvre de la fondation ICI, International Cocoa Initiative, appuyée par ses partenaires chocolatiers. Il est motivé par le souci d'éradiquer l'illettrisme, identifié comme handicap majeur aux initiatives visant à renforcer le pouvoir économique des femmes du monde rural, ce, en réponse au phénomène du travail des enfants. Nous faisons en sorte de pouvoir maintenir les enfants dans le système éducatif. Il y a certaines qui arrivent à encadrer leurs enfants qui sont au niveau CP1 et CP2. Donc vraiment, nous saluons cela. Si nous pouvons faire en sorte de maintenir les enfants à l'école, vous voyez que vraiment on aura tout gagné et que c'est une action vraiment importante dans la lutte contre le travail des enfants. Les parents qui ne sont pas là à l'école ne voient pas l'importance trop de l'école. Donc quand l'enfant ne veut pas aller à l'école, bon, ça ne dit rien à la maman ni au père qui va au champ. Pour lui, il demande à l'enfant de l'accompagner en même temps au champ. Donc une mère déjà qui apprend à lire à la maison déjà, elle peut amener son enfant à étudier. 12 centres d'alphabétisation de ce type sont déjà ouverts dans 7 régions productrices de cacao pour un total de 333 bénéficiaires. Avec le succès rencontré dans cette première phase, la Fondation ICI n'entend pas s'arrêter là. Dans les semaines à venir, elle compte lancer 30 programmes d'alphabétisation supplémentaires au sein des communautés rurales, espérant ainsi répandre le goût de l'école chez les parents, une autre victoire dans le combat face au travail des enfants. C'est bien. Un document à revoir sur RTI 1. Dans l'actualité hors de nos frontières, Choguel Kokala Maïga n'est plus le Premier ministre du Mali. Un décret présidentiel lu ce mercredi 20 novembre à la télévision d'État au terme par le secrétaire général de la présidence met un terme aux fonctions du Premier ministre et à celles de tous les membres du gouvernement. Un limogeage qui semble inéluctable après les propos virulents tenus dernier par le désormais ex-Premier ministre. Choguel Kokala Maïga avait notamment reproché aux militaires au pouvoir de ne pas l'impliquer dans la décision et d'avoir reporté unilatéralement les élections devant marquer le retour à l'ordre constitutionnel. Au Sénégal, pour terminer 2 jours après la tenue du scrutin, les résultats officiels provisoires des législatives anticipées ont été rendus publics mardi. Des résultats qui confirment l'hégémonie du PASTEF et qui montrent aussi que l'ancien président Macky Sall a manqué son retour sur le devant de la scène à la tête de la coalition d'opposition Taku Wallu. Arrivée certes en 2e position, elle reste malgré bien tout loin derrière le parti au pouvoir. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis bonsoir et à demain.